Au cours de cette présentation, nous tenterons d'expliquer et d'analyser les propos présentés dans le livre 4 de la République de Platon. Avant de se lancer dans ces explications, commençons par une brève présentation de Platon et la mise en contexte de son livre. Platon est un philosophe ayant vécu au 4e et 5e siècle avant l'ère commune. Il est né à Athènes dans une famille aristocrate à la fin du siècle d'or, au moment où la ville commence à décliner. Il fut l'élève de Socrate et fonda notamment une école, l'Académie. Sa vie fut grandement affectée par la mort de son maître Socrate. Maintenant que nous avons une meilleure idée de qui est Platon, concentrons-nous sur son œuvre. La première chose à savoir est que Platon ne prendra jamais la parole dans ce dialogue. Il parle plutôt à travers Socrate, son maître, qui discute avec ses interlocuteurs pour tenter de composer des définitions universelles des concepts étudiés, notamment la justice. Cet art porte le nom de dialectique. La République est un de ces dialogues de maturité. À partir de cet ouvrage, Platon commence à se distinguer de Socrate en présentant ses propres concepts plutôt que de calquer les idées de son maître comme il le faisait dans ses dialogues de jeunesse. Pour bien comprendre le contexte du livre, il est utile de savoir que Socrate est invité à un souper au Pirée, en banlieue d'Athènes, où il se trouvait pour des festivités. Il est en compagnie de Polémarque et ses invités, Céphale, Thrasymachus, Glaucon, Adimandre et Clitophon. Au fil du souper, Socrate fait part entre autres de ses interprétations de la justice et du concept de la cité idéale aux autres convives, entraînant des discussions animées. L'organisation des livres suit une certaine logique. Dans le livre 1, Platon critique ses dialogues de jeunesse. Du livre 2 au livre 7, il propose la solution pour une cité juste selon lui. Finalement, dans les livres 8 à 10, il discute des problèmes des cités actuelles. Dans le cadre de cette présentation, nous nous concentrerons sur le livre 4, dans lequel Socrate discute avec Adimandre et Glaucon au sujet des gardiens de la cité, une classe importante pour l'obtention d'une société jugée idéale, des valeurs qui guident une société juste et de la structure d'un individu vertueux. Il soulève également la manière dont la justice est mise en relation avec la modération, la sagesse ainsi que le courage. Ultimement, à travers un dialogue structuré et d'une argumentation par étapes, il tente de définir ce qu'est la justice et à quoi ressemblerait une cité dite idéale. Premièrement, examinons le concept de cité heureuse pour Platon. Selon lui, la cité doit exister pour le bien et le bonheur du plus grand nombre, et non pour celui d'un petit groupe. Ce serait dans cette cité heureuse que résiderait la justice. À l'image d'une statue qu'on peint, il faut donner à chacun ce qui lui convient pour que le tout soit beau. Selon ce qu'exprime Socrate, lorsque le but ultime est le bonheur de la cité, il faut éviter d'accorder des faveurs aux gardiens qui contribueraient à les transformer en autre chose que des gardiens. Justement, attardons-nous à ce qui est soulevé à propos des gardiens de la cité, concept mentionné tout au long de la République. Ces gardiens seraient les piliers de la cité, les gardiens des lois et les seuls à pouvoir en protéger les intérêts. Il est d'abord mentionné par Socrate dans son dialogue qu'il est vital que les gardiens remplissent le rôle qui leur revient et ne soient pas corrompus, au risque de détruire la cité tout entière. En effet, Platon affirme par la voix de Socrate que les gardiens sont les seuls dans la cité capables de la gouverner et de rendre cette entité heureuse. S'il advenait donc qu'un ou plusieurs de ces membres importants de la cité idéale en viennent à s'abattardir, les conséquences pourraient être dévastatrices. Socrate utilise un exemple se rattachant à différentes classes de travailleurs pour appuyer son argument. Il avance par exemple que si nous habillions les agriculteurs de tenues luxueuses et leur permettons de travailler selon leur bon vouloir, ces agriculteurs n'auront en fait plus rien d'agriculteurs. Ainsi,
ceux qui étaient censés remplir une tâche particulière ne le feront plus, créant un manque dans l'organisation de la cité. Il en va de même pour les gardiens. S'ils décident d'abandonner leur rôle, la cité sera prise au dépourvu, car personne n'accomplira leur tâche essentielle. Il est donc nécessaire pour ces gardiens de ne s'en tenir qu'à leur occupation pour que la cité idéale le demeure. Selon Platon, si on en vient à conserver les gardiens de la cité suffisamment vertueux et les citoyens les plus forts exempts des torts de la possession, cela serait également un gage de sécurité sur le plan militaire, puisque cela éviterait des conflits et faciliterait l'établissement de solides alliances. Par ailleurs, une cité idéale devrait aussi se tenir loin de l'excès, que ce soit par exemple la richesse ou la pauvreté. La richesse entraînant le goût du luxe, la paresse et l'appétit de la nouveauté est, selon les échanges reportés, tout aussi dangereuse que la pauvreté, qui elle entraîne servilité, médiocrité au travail et également appétit de la nouveauté. Une même cité serait toujours composée d'au moins deux cités, celle des riches et celle des pauvres. La cité peut s'accroître jusqu'au point où son unité n'est pas mise en péril et tant que chaque citoyen s'occupe de la fonction spécifique pour laquelle il est particulièrement doué. Des cités ayant de trop grands écarts entre riches et pauvres seraient des cités en conflit et il faut l'éviter pour établir une cité juste. Poursuivons l'analyse en parlant d'éducation. Selon Platon, l'établissement d'une cité juste doit obligatoirement passer par l'éducation des enfants puisque le sort de la cité en dépend. Il s'agit pour lui de la prescription suffisante. Il convient d'offrir aux enfants une éducation honnête et de qualité pour qu'ils deviennent des hommes accomplis et en mesure de perpétuer les principes de l'État. Il faut interdire la nouveauté car les idées nouvelles sont source de sédition et encadrer rigoureusement les jeux des enfants pour qu'ils deviennent des hommes justes. Ces hommes justes trouveront eux-mêmes le moyen de légiférer et c'est pourquoi Platon pense qu'il n'est pas nécessaire d'établir un grand nombre de lois. Il justifie cette impression en disant qu'un grand nombre de lois est aussi efficace pour une cité malade qu'un grand nombre de remèdes pour un malade qui ne veut pas changer de vie. Maintenant que les principes de base sont posés, il reste à savoir où réside la justice. Dans son analyse, Socrate part du principe que si sa cité est bien fondée, elle sera sage, courageuse, modérée et juste. Inévitablement, si les trois premiers principes sont découverts dans cet ensemble de 4, on aura cerné en quoi consiste réellement la justice. Ainsi, il détermine et définit le concept de justice, l'élément central de la cité idéale et le plus difficile à bien circonscrire, comme une sorte de résidu de la cité établie sur les principes antérieurement admis. Commençons par examiner le concept de la sagesse et où il réside dans une cité juste. Une cité est dite sage dans ses délibérations. Socrate considère la sagesse comme une forme de savoir appartenant à certains citoyens qui ferait en sorte qu'on délibère non pas sur une question particulière, mais en ayant en tête le bien de l'ensemble de la cité. On retrouverait ce savoir chez les gardiens parfaits, soit les dirigeants de la garde. On dit alors de la cité, grâce à ce savoir, qu'elle est prudente dans ses délibérations. On remarque toutefois que les gardiens représentent un groupe très restreint. Il est donc étonnant de constater que c'est en fonction de ce groupe, qui supervise et dirige, et du savoir qui est le leur qu'on considère la cité sage dans sa totalité. Maintenant, passons au courage. Logiquement, cette vertu se trouve dans la partie de la cité qui en assure la défense. Le fait que les autres citoyens soient lâches ou courageux importe peu. Tout comme la sagesse, la cité est courageuse en fonction d'une partie d'elle-même. Une définition de ce qu'est le courage est proposée. Il s'agirait de la préservation en toutes circonstances du jugement droit et conforme à la loi concernant les dangers à redouter et ceux qui ne le sont pas. On retrouve le courage chez les guerriers, eux qui ont été éduqués pour être convaincus de la valeur des lois. Comme un tissu contint, leur jugement concernant les dangers est bien imprégné en eux et inébranlable grâce à la formation qu'ils ont reçue.
Avant de passer à la justice, Socrate définit également la modération. Il la considère comme une certaine forme d'harmonie qui s'étend à travers toute la cité et unit tout le monde. Comme dans notre âme, la cité a une bonne et une moins bonne partie. La bonne doit gouverner, et si les citoyens sont en accord avec la légitimité du pouvoir, alors il règne une forme d'harmonie. Autrement dit, c'est le petit nombre dominé par l'intellect qui doit avoir le dessus sur le grand nombre dominé par les désirs pour que la cité soit considérée plus forte qu'elle-même. Dans l'harmonie réside la modération qui doit lier sagesse et courage. Il reste maintenant à identifier ce qu'est la justice. Il doit inévitablement s'agir de la vertu qui reste à découvrir parmi l'ensemble des 4 établis au départ. Ce serait celle qui permet à la sagesse, au courage et à la modération de se produire et de se maintenir. Suite à une discussion élaborée où les impacts de différentes actions divergentes ont été analysés en rapport avec leur effet sur l'ensemble de la cité, il a été déterminé que la justice consistait à s'occuper de ses tâches propres et à ne pas se disperser dans des tâches diverses. Chaque classe doit exercer ses propres activités. Selon Socrate, la dispersion dans les tâches au sein des 3 classes de la cité, à savoir les hommes d'affaires, les militaires auxiliaires et les gardiens, serait le plus grand tort qu'on pourrait faire à la cité. Comme le plus grand tort à l'endroit de la cité est l'injustice, on vient de trouver ce qu'est l'injustice. Le contraire serait donc la justice qui reviendrait à ce que chacun exerce ses activités propres. Contrairement à son approche habituelle, pour vérifier son hypothèse, Socrate applique un principe général à l'individu, beaucoup plus restreint. Il considère que sa définition de la justice sera valable si en transférant ce qui a été conclu à partir de l'ensemble plus vaste vers l'individu, les deux s'accordent. L'homme juste ne devrait pas être différent de la cité juste. Rappelons d'abord ce qui a été conclu pour la cité. Une cité est juste quand les 3 classes exercent leurs propres tâches. Elle apparaît sage, courageuse et modérée en fonction de dispositions particulières de ces groupes. Il reste à transférer ce jugement sur l'individu. Si son âme possède les mêmes classes et les affections qui y correspondent, alors il est digne de porter le qualificatif de juste. Les 3 espèces qui apparaissent constituer la cité devraient aussi se trouver en chacun des citoyens. L'exemple de Léontios le nécrophile explique clairement la conception tripartite de l'âme selon Platon. Fasciné par les cadavres, Léontios est porté à les toucher. On en vient donc à la conclusion que l'âme, tout comme la cité, est faite de 3 parties ou principes. Un rationnel, un désirant et, entre les deux, la colère, qu'on appelle aussi thumos. Cela ressemble à la cité composée de 3 types de citoyens, à savoir les philosophes rois à dominante intellective, les gardiens à dominante colérique et les travailleurs à dominante appétitive. Les classes dans la cité sont donc les mêmes que celles de l'âme. Si on considère que chacun des principes dont nous sommes constitués remplit ses propres tâches, l'individu est juste, tout comme c'est le cas lorsque toutes les classes de la cité s'adonnent à leurs propres activités. Il ne faudrait donc pas qu'un homme autorise une de ses parties internes à interférer dans les tâches d'une autre. Socrate fait finalement remarquer qu'il est possible de déterminer de quelle manière un individu peut être sage, courageux et modéré, comme il l'a fait en décrivant la cité idéale. Quelqu'un est sage en vertu de la partie de lui qui dirige et qui permet le bien-être des 3 principes joints ensemble. Quelqu'un est courageux lorsque son ardeur morale parvient à maintenir ce que dicte la raison. Finalement, quelqu'un est modéré lorsque les 3 principes sont en harmonie et que les principes dirigés s'accordent pour que le principe rationnel commande. Grâce à ces caractéristiques, l'homme juste peut être un être unifié à l'image de la cité idéale. La définition de la justice proposée a pu être validée grâce à cette transposition des concepts vers l'individu. Pour conclure, faisons donc rapidement un court résumé de ce qui a été couvert dans cette présentation. Il a d'abord été question des gardiens. Ces derniers veillent sur une cité idéale et juste, qui devrait éviter les excès et interdire la nouveauté pour assurer le bonheur du plus grand nombre. L'éducation de qualité est au cœur de cette cité idéale. Justement, une cité serait parfaite pour Platon si elle était sage, courageuse, modérée et juste.
Suite à une analyse approfondie, il a été conclu que la justice consistait à ce que chaque classe de la société remplisse sa fonction propre. Une société juste impliquant des individus justes, cette définition a ultimement été validée en comparant la cité à l'individu et ses classes aux fonctions internes de l'homme, de manière à assurer que la notion de justice s'applique de façon élargie. Il faut tout de même garder à l'esprit que ce qu'explique Platon à travers la bouche de Socrate au fil du livre 4 est amené à évoluer et qu'il ne s'agit pour le moment que d'une définition provisoire de la justice.